Catherine Rigbusch de la chaîne Pégase Shiatsu, bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir la génétique liée au sexe chez la perruche calopsite. Alors, comme je vous l'avais promis, ça concerne le gène INO, que j'avais déjà décrit, où la perruche est presque blanc, elle a juste le masque jaune avec la tache orangée, sinon elle est presque blanche. Ce qu'il faut savoir sur ce gène INO, c'est comment différencier le mâle et la femelle. Heureusement, j'ai trouvé ça sur un site où ils avaient pris une photo d'elle. Moi, je me suis contentée, pour des questions de droit d'auteur, de les redessiner. Quand vous regardez l'aile d'une femelle INO, en fait, vous avez en bordure d'aile un peu de chair rosée qui affleure parce que, voilà, il y a toute une partie où il n'y a pas d'aile surnuméraire. Alors que quand vous regardez la perruche mâle, vous allez trouver des plumes qui normalement surnuméraires, qui normalement sont absentes chez la femelle. Alors, pour bien que vous compreniez la différence, je vous remets un petit peu le schéma que j'ai fait de l'aile femelle. Vous voyez bien qu'il y a un endroit où il y a un peu de chair rosée qui affleure et là, il y a moins d'ailes. Alors en fait, nous allons voir tout au long de cette vidéo plusieurs gènes. Donc ce gène INO qui mutait avec la perruche calopsite sauvage, que je vous ai déjà, là je vous ai remis des images de Bérénée Lutienne qui ont un peu ce phénotype-là, que j'ai déjà décrite dans une précédente vidéo. Donc vous avez le masque caractéristique de la femelle foncé, le masque caractéristique du mâle plutôt jaune avec pour tous les deux la pastille orange, l'ocelle orange plus précisément, la femelle qui a un peu des zébrures sur le bas du ventre et de la queue. Tous les deux sont grosso modo gris uniforme sur le reste du corps, y compris la queue pour le mâle qui n'a pas les zébrures sur la queue. Des bandes blanches sur l'aile, mais l'aile est majoritairement grise. Petit rappel sur le phénotype sauvage. Qui fonctionnera comme le gène INO, vous aurez le gène perlé. Sauf que vous n'aurez pas ces histoires de plumes surnuméraires chez le mâle, mais par contre, voilà une particularité du gène perlé. Donc vous voyez, chez la femelle comme chez le mâle immature, vous allez avoir sur la majorité du corps, à la place du gris sur le sauvage, des plumes qui seront majoritairement blanches avec une bordure grise qui donnera cet aspect qu'on appelle perlé. Chez le mâle, à la maturation, il prend quasiment le phénotype sauvage. On peut quand même le reconnaître comme perlé parce qu'il reste quelques perles sur l'aile et là, on voit que c'est bien un mâle perlé qui n'est pas tout à fait sauvage. Donc on peut quand même les différencier, même s'ils perdent aux 3/4 leurs perles à la maturation. Le gène joue jaune. Alors, il n'y a pas de différence sur la tête joue jaune du mâle et de la femelle. Donc, du coup, il y aura moins de différence entre les deux sexes, de différences sexuées morphologiques. Mais vous aurez donc une femelle qui aura des joues jaune pâle avec une ocelle très atténuée, donc il n'y aura pas cette coloration grisâtre que vous trouvez normalement, et ça sera pareil chez le mâle. Donc il faudra utiliser les zébrures ou d'autres les zébrures pour le phénotype sauvage sur le reste du corps ou d'autres d'autres dimorphismes sexuels si jamais vous utilisez, vous le conjuguez avec un autre gène que le gène sauvage. On en reparlera un petit peu peut-être quand je ferai le dimorphisme. Et le gène cinnamon. Donc le gène cinnamon, en fait, c'est une perruche dont la mélanine est oxydée et donc du coup, au lieu de prendre cet aspect gris, il y a une réaction d'oxydation qui fait que la perruche est plus brune, gris-brun à brun, que le phénotype sauvage. Donc pour parler de ce dimorphisme sexuel, il faut parler un peu
des croisements de drosophiles. Les drosophiles sont des mouches du vinaigre. Nous avons très vaguement parlé de Mendel, qui a donné le nom à la génétique mendélienne, puisqu'il a été le premier à faire ce type de génétique scientifiquement. Eh bien, il y a un dénommé Morgan qui, lui, n'a pas travaillé sur les pois, mais sur les drosophiles. Et lui, il a continué les travaux de Mendel pour parler de ce que du dihybridisme, donc en fait l'hybridation sur 2 gènes à la fois, que nous verrons plus tard, qui pourra vous intéresser pour combiner le gène INO à la mutation face blanche pour avoir des calopsites par exemple totalement blanches. Et il a aussi trouvé tout ce qui était caractère lié sexuellement, comment ça marchait, en travaillant sur les drosophiles. Donc normalement on parle d'abord du dihybridisme, mais là, comme pour parler du dihybridisme chez la caloxite, j'ai besoin d'abord d'expliquer comment marche le gène INO. Eh bien on voit un peu le dimorphisme sexuel, comment ça marche, avant de parler du dihybridisme chez la perruche. Quand on prend une drosophile femelle azur rouge et qu'on la croise avec une drosophile mâle à yeux blancs, oh, comme c'est bizarre, on n'obtient que des yeux rouges, 50% de femelles yeux rouges, 50% de mâles yeux rouges. Alors vous me dites, mais on raconte n'importe quoi, c'est exactement ce qu'on trouvait avant sur les souris, sur tous les croisements qu'elle nous a fait, et il n'y avait, c'était absolument pas lié au sexe. Ah oui, mais sauf que si vous faites le croisement inverse, c'est-à-dire que vous croisez des drosophiles femelles yeux blancs avec des drosophiles mâles yeux rouges, vous obtenez non seulement 50% yeux blancs, 50% yeux rouges, mais vous vous rendez compte que les sexes ont été inversés. C'est-à-dire que les yeux blancs sont plus des femelles, mais comme les parents, mais des mâles, et que les yeux rouges ne sont plus des mâles comme les parents, mais des femelles. Donc non seulement on n'obtient plus une F1 hétérogène, mais en plus les sexes ont été inversés par rapport à la lignée parentale. Donc on se dit, il s'est bien passé finalement quelque chose. Donc, si on reprend la lignée première que nous avons eue, drosophile femelle à yeux rouges croisée avec un drosophile mâle à yeux blancs, et que nous obtenons une F1 homogène, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment on sait qu'en fait c'est quand même sexuellement transmis par une transmission liée au sexe. La femelle drosophile yeux rouges, elle a 2 chromosomes X qui portent 2 gènes codants pour les yeux rouges, R sur R. La drosophile mâle yeux blancs, elle a un chromosome X codant pour le phénotype yeux blancs, sauf que l'autre chromosome, c'est un Y. Alors, une particularité quand on a un gène récessif avec le chromosome Y, c'est que normalement, il a beau être récessif, il s'exprime. Les gènes sauvages ne prennent pas normalement prise dessus. Et c'est pour ça que dans le prochain croisement, vous allez voir ce qui se passe, pourquoi il s'exprime, alors que normalement, dans une F1, il ne devrait pas s'exprimer. Et donc, vous avez la femelle qui va créer que des gamètes yeux rouges, alors que le mâle aux yeux blancs va créer des gamètes donnant à ses filles un chromosome X portant le gène yeux blancs, et à ses garçons un chromosome Y ne codant pas pour une couleur particulière de l'œil. Donc, du coup, comme il fait ça, comme le gène de la donné par la femelle est forcément yeux rouges, qui l'emporte sur le gène récessif donné par le mâle aux femelles, et le chromosome Y n'ayant pas de gène codant aux yeux, c'est le gène qui donné par la femelle qui va s'exprimer ici, le rouge, mais si ça avait été du blanc, ça aurait été le blanc, eh bien on obtient une population totalement homogène à yeux rouges, bien que ce soit géré
transmis par les chromosomes sexuels. Alors évidemment, il faut revoir notre autre croisement. Que s'est-il passé pour ces drosophiles femelles yeux blancs? On peut déjà subodorer que c'est justement parce qu'elles ont le gène récessif et que le mâle ne va donner qu'un gène dominant qu'à 50% des drosophiles et qui seront forcément yeux rouges, que justement il va y avoir des mâles yeux blancs, des mâles yeux rouges. Donc on subodore déjà, si on réfléchit un peu ça, et quand on regarde au niveau des chromosomes ce qui se passe, eh bien oui, c'est bien ce qui se passe. Vous avez la femelle qui ne donne que des gamètes avec des gènes récessifs sur les chromosomes X. Le mâle donne un gène dominant sur son chromosome X à ses filles et juste un chromosome Y qui ne s'exprimera pas du tout au niveau de la couleur des yeux, qui laissera l'autre gène s'exprimer. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, du coup, c'est le père qui va donner la couleur des yeux et par le chromosome X dominant à ses filles. Et comme son chromosome Y ne code pas pour la couleur des yeux, là, du coup, malgré que le gène soit récessif, on le voit bien, c'est la mère qui, son gène récessif cumulé avec un Y, pouvoir se laisser s'exprimer un gène récessif, alors que normalement, à la place du Y, dans ce qu'on a vu sur le monohybridisme, à la place du Y, on aurait eu un gène dominant et donc c'est ça qui aurait masqué les femelles, les 50% de femelles qui ont des yeux récessifs. Donc vous voyez, c'est logique, il n'y a pas trop à réfléchir pendant des heures, seulement à comprendre quelques croisements pour voir comment ça fonctionne, mais ce n'est pas si compliqué que ça. Et donc, si vous croisez une femelle mutante, peu importe comment elle est obtenue, de F1, R sur B, peu importe que ce soit la mère ou le père, quel chromosome a été donné, avec un mâle récessif, eh bien vous allez obtenir des statistiques de 25%. Vous aurez de phénotypes tous différents et parfaitement identifiables. Vous aurez 25% de femelles à yeux rouges. Vous saurez que ce sont exclusivement des hybrides. Elles ne seront absolument pas pures. Vous aurez 25% de femelles yeux blancs qui, comme elles expriment un gène récessif, c'est normal, seront forcément pures, elles. Vous aurez 25% de mâles qui, comme ils n'ont qu'un chromosome X, n'auront que le gène X rouge pour donner la couleur des yeux, et vous aurez 25% de yeux blancs mâles avec leur chromosome X qui code pour les yeux blancs. Donc vous voyez, c'est surtout le mâle, on sait surtout à cause de ce que tait le chromosome X, ce qu'il est, c'est sur la femelle qu'il va y avoir des ambiguïtés, sauf quand elle est récessive, et c'est justement ça qui fait que, eh bien, il y a des croisements à réfléchir pour valoriser votre élevage et savoir quoi croiser pour être plus efficace. Donc, nous revoyons notre gène sauvage. Nous allons voir ce qui va se passer avec le gène INO. Bon, le gène INO, bon, vous allez voir partout que tout le monde s'y intéresse. Ben oui, mais parce que il est intéressant, couplé à un autre gène, nous le verrons, face blanche, que j'ai déjà traité dans le monohybridisme, pour obtenir une calopsite complètement blanche. Et donc, c'est ce côté pureté blanc qui peut attirer le client dans certains cas pour une notion judéo-chrétienne de pureté, de ceci, de cela. Ça va avoir un symbole plus fort. Alors peut-être que vous aurez une proportion plus forte de la clientèle. Moi, c'est pas mon cas, hein. Moi, je suis plus sur une autre de mutation qui m'intéresse, même si je n'ai que des phénotypes mutants. Mais il va fonctionner exactement de la même façon
que le gène jaune, que le gène cinnamon, que le gène perlé, même si aux 3/4, le mâle va perdre les 3/4 de ses perles. Grosso modo, ça va fonctionner de la même façon. Donc, je ne vous ai mis que des schémas qui parlent du gène perlé, mais vous pourrez reprendre en remplaçant le petit p par autre chose. Bon, là, j'ai mis un petit p, mais normalement, il faudrait mettre un X et avec un tout petit p à côté. Hein. Là, c'est pour que... Mais je pense que vous avez compris le principe. Donc, si vous faites croisement mâle perlé avec une femelle sauvage, eh bien, vous allez obtenir que des sauvages. Les mâles seront réellement sauvages, alors que les femelles hybrides seront des hybrides qui, en fait, montreront le phénotype sauvage par récessivité du gène perlé. Voilà. Donc, c'est surtout ces femelles dans ce type de croisement à récupérer qui vont vous permettre de retrouver le côté perlé du père si vous ne pouvez pas acheter le père parce que l'élevage auquel vous avez acheté va dire bah non, bah moi aussi je veux faire du perlé, donc je ne vends pas mon mâle perlé. Alors si vous faites le croisement inverse, là ça va devenir un peu plus intéressant. Femelle perlée pure, c'est un gène récessif, donc tout va s'exprimer, avec un mâle qui sera totalement sauvage. On en sera sûr parce qu'il a un chromosome Y et qui fait que le X sera forcément sauvage. Si vous croisez les deux, eh bien, vous allez trouver 50% de mâles perlés, 50% de femelles sauvages porteurs du gène perlé. En conclusion, eh bien, si des individus comme ça, vous en achetez provenant de différents élevages, pour bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de consanguinité, si vous faites des couplages entre des individus comme ça, dont vous savez que la femelle exprimait le gène perlé et le mâle était complètement, malgré que le mâle soit complètement sauvage, et que du coup, eh bien, ça va être une F1 intéressante pour, si vous n'obtenez pas, si vous n'arrivez pas à obtenir d'acheter des parents purs, pour obtenir le plus rapidement possible, après ce que vous avez pu acheter, une mutation de perlés. Donc vous voyez, si vous n'avez que quelques perlés purs qui expriment le phénotype, vous pouvez quand même vous débrouiller autrement en prenant dans des autres élevages des F1, ce qui va grandement vous aider. Et donc en conclusion, il faut vraiment, soit un couple pur, soit des hybrides de F1 dont vous connaissez peut-être que le père sera sauvage, mais la mère double mutant récessif. Voilà, ça va être le plus pratique. Et ça sera valable pour les 4 gènes, j'ai mis 3 gènes, mais en fait c'est 4, Ino, lutino, joue jaune, cinnamon, perlé. En conclusion, il faut bien faire des généalogies et citer les autres éleveurs, inciter les autres éleveurs, même amateurs, à faire des généalogies et inciter au bagage pour la traçabilité des animaux, parce que effectivement, du coup, s'il y a des bagues, il y a des déclarations en association, et du coup, la traçabilité pour éviter la consanguinité sur un trop plein de gènes récessifs trop consanguins parce que trop croisés entre cousins et frères et sœurs, eh bien voilà, ça va aider grandement la chose. Donc on reviendra sur cette histoire de bagage un peu plus tard, qui allait voir quelles sont les associations fiables, comment ça marche. Je suis pas une spécialiste, mais je vous l'expliquerai assez vite. Alors nous voyons par contre un gène humain pour l'hémophilie. Pourquoi? Parce qu'il peut se passer des choses sur le gène hémophilie qui peut vous arriver sur la calopsite, sur d'autres gènes que je ne connais pas encore, mais qui peuvent arriver, comme il y a
grand nombre de gènes là qui sont apparus en peu de temps, vous imaginez bien que ce gène peut apparaître et il ne faut pas que ça vous déstabilise si ça apparaît dans un truc de calopsite. Ce qui peut vous arriver, c'est qu'anormalement, chez un couple, vous voyez qu'il n'y a pas, par exemple, 2 femelles qui naissent ou peu de femelles, 25% si vous êtes sur la grande échelle et pas du tout, voire pas du tout si vous êtes à faible échelle et que, mais en fait, le vrai chiffre, c'est vous avez 25% de femelles au lieu de 50% par rapport au mâle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on regarde la généalogie de la reine Victoria, reine d'Angleterre. Et vous voyez que d'abord vous avez plein de carrés bleus, soit un petit rond, un petit point rouge, comme la reine Victoria, parce que ce sont des femmes qui sont porteuses du gène de l'hémophilie, soit juste un rond bleu parce que elles ne sont pas porteuses, ou comme on le voit en bas de la généalogie, pour les sœurs d'Alexis le Tsarevitch, connu pour son hémophilie, malheureusement très connu à cause de Raspoutine, qui lui a été le seul à le soigner, qui a défrayé la chronique et que ça a précipité la chute de la famille royale. Vous voyez, hein, moi je m'intéresse beaucoup à l'histoire. C'est pas incompatible avec les médecines naturelles ni la biologie, bien au contraire. Et donc vous voyez que ces 4 sœurs sont mortes avant de se marier, assassinées en URSS par les persécutions au niveau à l'époque de Staline. Donc vous voyez bien que elles sont en bleu, mais en fait on devrait plutôt mettre un point d'interrogation. Et vous voyez qu'au fur et à mesure des générations, les petits carrés rouges sont de plus en plus nombreux. Et donc les hommes hémophiles sont de plus en plus nombreux. Alors normalement un homme hémophile meurt tôt, heureusement pas toujours assassiné comme le petit Tsarevitch Alexis, mais bien souvent parce que, heureusement de moins en moins à cause des problèmes de la médecine. Et c'est pour ça qu'on partait du principe que les hommes hémophiles ne se reproduisaient pas, et donc que ça se produisait, on disait que les femmes qui étaient porteuses du gène, eh bien, donnaient ça à leur fils. Pourquoi ? Tout bonnement parce que ça ne s'exprimait que pour leur fils et que les filles, on ne le voyait pas tant que ça ne s'exprimait pas. C'est pour ça qu'on disait que ça se transmet de mère en fils. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il était caché quand même chez 50% de leurs filles, en moyenne. Hein. Je parle au niveau de statistiques et pas de la réalité, parce que il faut compter une centaine d'individus pour avoir des statistiques qui tiennent à peu près la route, qui soient à peu près fiables. Donc, du coup, il n'y a eu que 2 mariages qui ont été faits entre hommes hémophiles et une femme. Donc, il y en a un que vous voyez, un des fils de la reine Victoria qui s'est marié avec une femme et qui n'a eu que 2 enfants. Donc, on voit que une des filles de Victoria a donné effectivement une fille sous lequel s'était caché, qui s'est mariée, et ça a donné quelque chose à un de ses fils. Et c'était un cousin d'ailleurs d'Alexis le Tsarevitch. Donc ce mariage était déjà dangereux parce que on savait le garçon hémophile. À la limite, ça s'est pas trop mal passé parce qu'il n'y a pas eu trop de descendants. Mais par contre, là où ça a été catastrophique, c'est sur Henri de Prusse quand il s'est marié à Irène. Il s'est marié à Irène qui n'était plus ni plus ni moins que sa cousine germaine. Elle était porteuse du gène, manque de peau. Lui, on le savait, hémophile. Et vous voyez, aucune fille. Il y a un fils sain pour 2 fils hémophiles. Donc vous voyez, on voit que la consanguinité est lourde. Aïe, 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 ça commence à devenir très, très lourd. Alors, qu'est-ce qui se passait dans cette famille? Quels étaient les risques? Eh bien, c'est pas compliqué. Henri de Prusse, quand on voit les gènes, donnait le gène hémophile à toutes ses filles. Sa femme donnait à la moitié de ses filles. Donc, vous aviez 50% des filles, donc 25% de la progéniture, qui aurait dû être filles, qui ne naissait pas parce que le gène hémophile est létal
et sur H est létal et donc l'œuf avorte, ne donne rien. Et c'est pas plus mal parce que si ces filles étaient nées hémophiles, comme le gène est récessif, mais là en 2 exemplaires, elles seraient sans doute mortes à l'arrivée de leurs règles à la puberté. Donc finalement, la nature a régulé par elle-même les choses et a fait avorter le gène par une létalité avant l'arrivée, même avant la première division, ça avorte, ce n'est pas viable. Et donc, il peut vous arriver que vous n'ayez que 25% de filles au lieu de 50, c'est parce qu'il faut compter, donc une fille sur 3, mais en fait, il faut raisonner plutôt une fille sur 4 pour établir l'équilibre. Si vous vous dites qu'il y a une fille sur 4 qui n'est pas, quand vous n'avez qu'une fille pour 3, et bien vous voyez que les 50% de filles, 50% de garçons se retrouvent simplement en ajoutant ce gène létal qui n'est pas apparu. Donc si ça vous arrive, eh bien voilà, c'est sans doute, si vous avez toute une lignée qui ne donne que 25%, que une fille sur 3, c'est là qu'est le problème, c'est qu'il y a un gène létal qui se balade. Donc vous voyez, normalement 25% d'hommes hémophiles, bon il se trouve que ça en a donné un peu plus, mais en même temps ils ont eu que 3 enfants et pas une centaine. Un homme sain, et puis bon, il y avait un homme hémophile en trop, et il manquait une fille porteuse saine pour avoir les vraies statistiques, mais en même temps, ils n'ont eu que 3 enfants et pas une centaine. Je vous le dis, il faut que ça tourne autour de la centaine pour avoir des statistiques à peu près viables. Donc vous voyez, il est vraiment important de faire de la traçabilité dans votre élevage, même si vous ne faites qu'un ou 2 croisements, même si vous n'avez qu'un couple que vous faites reproduire 10 fois, parce que, bah oui, mais si vous vendez qu'à des particuliers, qu'est-ce qui va se passer? Votre erreur va se répercuter et ça va donner toute une lignée consanguine qui n'aurait pas dû avoir lieu d'être. Donc, je vais vous parler un peu du bagage. Alors, les bagues ont un code, d'abord par la couleur qu'elles portent. Les bagues noires, en fait, il y a un code sur 5 ans en fonction de la couleur. Les bagues noires, là, sont pour l'année 2019 qui a commencé. Les bagues vertes sont pour l'année 2020. Les bagues violettes sont pour l'année 2021. Les bagues oranges sont pour l'année 2022 et les bagues rouges sont pour l'année 2023. Et en 2024, on reviendra aux bagues noires et ainsi de suite. Qu'est-ce qui est inscrit sur les bagues? Eh bien, un tas d'informations. Alors ces bagues, il faut les acheter assez tôt, dès que vous avez des œufs, parce que très vite, il faut les mettre sur le poussin, parce qu'après, quand il a pris une certaine taille, vous ne pouvez plus mettre les bagues, donc il faut faire très attention, les mettre sans brutalité pour éviter des infections, des blessures qui peuvent être dangereuses pour un très très jeune poussin. Faut les mettre assez vite parce qu'après, une fois que la pâte a grandi, ben c'est fini, vous ne pouvez plus ou retirer ou remettre de bagues. Ou alors il faut la faire sectionner par un veto pour enlever la bague qui ne va pas. Donc vous voyez, il faut vraiment s'y prendre tôt et c'est fait exprès pour qu'il n'y ait pas de trafic ni de triche. Donc au départ, vous avez une lettre qui correspond à votre pays. Donc si vous n'avez pas un animal qui vient du pays, l'essentiel de France, c'est pas interdit que les animaux provenant d'élevage traversent les frontières. Ce qui est interdit, c'est de prélever dans le milieu sauvage. Et c'est quand même important pour la calopsite. Bon, il n'y a pas grand intérêt pour les trafiquants, tellement les calopsites en ce moment sont reproduits en milieu captif. C'est pas comme un grand perroquet, ça met du temps. C'est un gros animal, il faut avoir beaucoup de place pour le faire, beaucoup de temps, ça se reproduit facilement, une calopsite. Donc en fait, il n'y a pas grand intérêt pour les trafiquants d'aller jusqu'en Australie,
d'attraper que de la calopsite, mais il faut quand même faire attention parce que dans le lot, s'ils attrapent un peu de calopsite en même temps que des espèces plus recherchées, ils peuvent être tentés quand même de les vendre, donc il faut quand même faire attention. Mais bon, la calopsite en soi, ça n'a pas intérêt pour le trafiquant parce que ça se reproduit trop bien en captivité, hein. Mais il faut faire attention parce que c'est quand même limite, et pour ces histoires de consanguinité, il faut faire attention. Donc, en travers penché, vous allez avoir l'année. En dessous, vous allez avoir le diamètre de la bague. Donc, à chaque espèce correspond un certain diamètre de la bague. Donc, si vous organisez, vous achetez ça aux bons organismes, il n'y a pas de problème. De toute façon, ils vont les graver eux-mêmes. Mais c'est quand même bien de comprendre la bague que vous recevez et de la mettre. Et après, vous allez avoir un numéro de série, parce qu'ils vont, en fonction de ce que vous leur demandez, ils vont vous les chiffrer en fonction du nombre d'individus. Donc, ça, si vous avez 5, eh ben, ça va aller de 1 à 5, par exemple. Là, donc, vous avez un numéro de série valable dans un même élevage. Après, vous allez avoir de nouveau en travers le cycle de la fédération. Donc, ça va être pour la France, CDE ou UOF ou FFO, ces organismes sont habilités, et une association et deux fédérations sont habilitées à vous faire des bagues homologuées, il n'y a pas de problème, elles vont se présenter sans que vous demandez rien, sans que vous ayez besoin de vérifier correctement ça. Et après, il y aura votre numéro d'éleveur ou le numéro de l'éleveur où vous aurez acheté la calopsite. Là, c'est U195, mais ça peut être autre chose. Donc, c'est important, hein, parce qu'en animalerie, je me suis aperçue que c'était pas toujours vérifié. Vous pouvez avoir des bagues bizarres achetées n'importe où, ou alors carrément pas de bague du tout. Vous rentrez chez vous, vous faites confiance à l'animalerie, puis vous rentrez chez vous. Oh bah merde, si j'avais su, j'aurais fait plus attention et j'aurais dit bah non, je prends pas l'oiseau, parce que même dans une animalerie où normalement ça devrait être vérifié, et ben ce n'est pas toujours vérifié. Et donc ils ont évité en plus le problème de dire à la personne ben non, je prends pas vos oiseaux parce que vous les avez pas bagués. Il aurait fallu les baguer très tôt, essayer de vous mettre aux normes, de voir ce qui est possible. Normalement, vous ne pouvez plus baguer vos oiseaux pour qu'ils soient clairement identifiables. Voyez ça avec un veto ou un organisme, une fédération, comment vous pouvez rattraper le truc. Donc, vous pouvez vous adresser au CDE, Club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques. Ils ont un Facebook, je vous ai mis leur adresse Facebook. Vous pouvez vous adresser à l'UFO, l'Union ornithologique de France. Donc vous voyez, l'adresse de leur site est facilement trouvable, hein, c'est très simple, ou à la FFO, Fédération Française d'Ornithologie, et c'est pareil, l'adresse net est assez facile. De toute façon, si vous tapez l'intitulé de ces fédérations, vous les trouvez assez facilement sur le net et vous pouvez leur commander directement. Ou alors, si vous êtes déjà en association qui est reliée à ces fédérations, commandez par le biais de votre association. Ils se chargeront de commander eux-mêmes, soit au club des éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques, soit une des deux fédérations auxquelles ils sont affiliés. Voilà, faites passer le message puisque visiblement l'information n'est pas encore bien là. Et je vous remercie de m'avoir écouté.